On a tous vu ces vidéos d'hommes riches qui se prennent pour Dieu avec la classe ouvrière. Ils agitent un billet de 100 $ juste pour voir quelqu'un danser. Mais que se passe-t-il quand le rat dans le labyrinthe se révèle être le scientifique? C'est ce qui est arrivé quand Silas Whitmore, un célèbre titan des fonds spéculatifs, a décidé de mener un test psychologique à haut risque. Il a choisi une serveuse de 24 ans au milieu d'un restaurant chic bondé. Il s'attendait à des larmes, des supplications et un spectacle viral de soumission. Au lieu de ça, il a rencontré un esprit plus vif que le sien. Ceci est une leçon magistrale sur comment transformer le piège d'un milliardaire en une exécution publique spectaculaire et mathématiquement précise. Le coup de feu du vendredi soir chez Luce Fume, l'établissement de cuisine fusion française le plus sélect de Seattle, fonctionnait sur une fréquence d'hystérie contrôlée. Pour les clients, c'était une symphonie de lumière tamisée, de jazz et du tintement subtil du cristal. Pour le personnel, c'était une équation mathématique brutale de timing, de conscience de l'espace et de gestion de crise. Amelia Davies était exceptionnellement douée pour ces maths-là. À 24 ans, Amelia ne correspondait pas au profil typique d'une serveuse de carrière. 3 ans plus tôt, elle était étudiante à l'Institut de technologie du Massachusetts. Elle suivait un double cursus en mathématiques appliquées et en sciences des données. Elle était sur la voie rapide d'une carrière lucrative dans l'analyse prédictive. Mais la vie, comme souvent, a introduit une variable chaotique. Son père, Robert Davies, un postier à la retraite, a subi un accident vasculaire cérébral bilatéral massif. Les factures médicales, combinées au taux d'intérêt prédateur de son centre de rééducation sous-assuré, ont créé un gouffre financier. Amelia a fait la seule chose logique qu'elle pouvait faire. Elle a vidé sa chambre d'étudiante, est retournée dans le Nord-Ouest Pacifique et a pris un travail qui lui fournissait de l'argent liquide immédiatement. Elle a vite appris que la salle d'un restaurant haut de gamme n'était qu'un autre ensemble de données. Elle pouvait prédire quand une table de développeurs aurait besoin de sa 3e tournée de bière, rien qu'au volume de leur rire. Elle savait que les couples âgés et riches laissaient exactement 18% de pourboire, peu importe le service, tandis que les nouveaux riches de la crypto laissaient 30% si on complimentait leur montre. Elle survivait en étant invisible, efficace et observatrice. À 20h15, raclement de gorge, l'atmosphère du restaurant a changé. Les lourdes portes d'entrée en acajou se sont ouvertes et le bruit ambiant de la salle a sensiblement baissé. Silas Whitmore était arrivé. Silas était un homme qui occupait l'espace de manière agressive. En tant que fondateur et PDG de Whitmore Capital, une société gérant plus de 40 milliards de dollars d'actifs, sa réputation le précédait. Raclement de gorge, c'était un pilleur d'entreprise impitoyable. Il était célèbre pour ses opas hostiles et pour dépecer les vieilles entreprises jusqu'à la dernière vis. Dans les médias financiers, il était un franc-tireur. Dans le secteur des services, il était un cauchemar. Il était connu pour laisser des pourboires exorbitants, mais seulement après avoir fait subir aux employés des tests de stress humiliants et dégradants pour amuser ses invités. Ce soir-là, Silas était flanqué de 2 hommes. L'un était son homme de l'ombre et conseiller juridique principal, un homme aux traits vifs nommé Richard Beaumont. L'autre était un cadre plus jeune et visiblement nerveux, nommé Lem Bradley. Liam était actuellement le favori pour devenir le plus jeune associé directeur de l'histoire de Whitmore Capital. Ce soir était en apparence un dîner de célébration. Mais quiconque connaissait Silas Whitmore savait que c'était l'entretien final. Gregory, le directeur général du restaurant, en sueur perpétuelle, s'est presque précipité pour intercepter le milliardaire. « Monsieur Whitmore, quel honneur, monsieur! Nous avons préparé votre banquette préférée, la table du coin. Un maximum d'intimité. » « Laissez tomber l'intimité, Greg, » a tonné Silas. Sa voix portait sans effort par-dessus le faible bourdonnement de la salle à manger. Il a retiré un par-dessus en laine de Vigogne sur mesure et l'a tendu à une hôtesse sans la regarder. « On veut être au cœur de l'action ce soir. Mettez-nous à la table 4, au centre de la salle. » Gregory déglutit difficilement. La table 4 était brutalement exposée, en plein dans l'artère principale de circulation de la salle. « Bien sûr, monsieur, tout de suite. Et pour votre service, notre maître d'hôtel, Jean-Paul, s'occupera de vous. » « Non, » dit Silas en balayant de la pièce du regard. Ses yeux, froids, analytiques et dépourvus de chaleur, se posèrent sur Amelia. Elle débarrassait silencieusement une table voisine, sa posture parfaite,
son visage un masque de neutralité professionnelle. Je la veux, elle. Gregory Putty. Amelia, monsieur, elle est excellente, mais pour une table de votre importance, je recommande vivement. J'ai dit que je la voulais, l'interrompit Silas en dépassant le directeur. Il se dirigea vers la table 4, tapant dans le dos de Liam Bradley assez fort pour le faire trébucher. Voyons de quoi le talent local est capable. Hein, Liam, on ne peut pas confier une entreprise à un homme qui ne sait pas comment gérer le personnel. Amelia les regarda s'asseoir. Son rythme cardiaque n'a pas augmenté. Sa respiration est restée régulière. Elle a fini d'empiler 3 assiettes en porcelaine sur son bras, a essuyé la surface en acajou de la table vide et a pivoté en douceur vers le centre de la salle. Elle savait qui était Silas Whitmore. Elle avait lu son profil dans Forbes. Elle avait vu les vidéos virales de lui criant sur un barista à propos de la température exacte de son macchiato. Elle s'approcha de la table, sortant un petit carnet en cuir noir de son tablier. « Bonsoir, messieurs, » dit Amelia. Sa voix était calibrée au décibel près pour être entendue, mais pas intrusive. « Bienvenue chez Lucien Fume. Je m'appelle Amelia. Puis-je commencer par vous proposer de l'eau pétillante ou plate ce soir? » Silas ne la regarda pas. Il était occupé à dévisager Liam. Raclement de gorge. « De l'eau plate. Et apportez une bouteille de Latour 2009. Décantez-la, mais ne mettez pas 1 heure à le faire. »« Tout de suite, monsieur, » dit Amelia. Elle a immédiatement noté la dynamique de pouvoir. Silas était le prédateur. Richard Beaumont était l'observateur silencieux. Et Liam Bradley était la proie. Silas n'était pas là pour manger. Il était là pour chasser. Pendant les 90 minutes suivantes, Amelia a réalisé une performance sans faille. Elle a anticipé chaque besoin. Quand Silas a fait tomber sa serviette, d'un coup de poignet délibéré et négligent, elle en avait posé une fraîche sur ses genoux avant même qu'il puisse lui faire signe. Quand Liam, nerveux, a vidé son verre d'eau, il a été rempli sans qu'il s'en aperçoive. Elle a navigué dans l'énergie complexe et hostile de la table avec la précision d'un démineur. Elle pouvait entendre des bribes de leur conversation. Silas cuisinait Liam sur une fusion à venir. Il le poussait dans les zones grises de l'éthique, exigeant de savoir jusqu'où Liam irait pour obtenir une acquisition hostile. « Les affaires, c'est le sang, Liam, dit Silas en coupant son filet de wagyu saignant. Ce n'est pas une question de feuille de calcul, c'est une question de levier humain. Tu trouves ce que les gens ont une peur bleue de perdre et tu places ta main juste autour de sa gorge. C'est comme ça qu'on gagne, n'est-ce pas, Amelia? » Amelia, qui débarrassait l'assiette de Richard Beaumont, s'arrêta une fraction de seconde. C'était la première fois que Silas s'adressait directement à elle pour autre chose qu'un ordre. « Je trouve que la plupart des situations peuvent être résolues par une communication claire et une bonne compréhension de l'avantage mutuel. »« Monsieur, » répondit Amelia d'un ton égal en empilant l'assiette. « Souhaitez-vous voir la carte des desserts? » Silas éclata d'un rire bruyant et abrasif. Plusieurs tables voisines se retournèrent. « Avantage mutuel. Tu as entendu ça, Liam? Ils leur apprennent le jargon d'entreprise maintenant. Pas de dessert, juste l'addition. Apportez-la. »« Certainement, monsieur. » Amelia se dirigea vers le terminal de paiement dans le couloir de service. Elle afficha la table 4. Le total était de 4 850 $ et 20 centimes. Elle imprima le reçu détaillé, le plaça dans un élégant porte-addition en cuir noir et retourna en salle. Elle ne le savait pas encore, mais Silas Whitmore avait déjà décidé que Liam Bradley était trop tendre pour le poste d'associé. Liam manquait d'instinct de tueur, mais Silas n'allait pas simplement le renvoyer. Raclement de gorge. Il allait lui démontrer exactement à quoi ressemblait la cruauté. Il allait fabriquer une crise ici même, au milieu du restaurant. Il voulait voir si Liam interviendrait pour participer au massacre ou s'il se recroquevillerait dans un coin. Et Amelia était l'agneau sacrificiel qu'il avait choisi pour l'hôtel. Amelia s'approcha de la table 4 et plaça le porte-addition noir précisément à droite du verre d'eau de Silas. « Quand vous serez prête, monsieur. » Silas n'a pas sorti son portefeuille. Au lieu de cela, il a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti un fin iPad mini argenté. Il l'a posé à plat sur la table. Puis il a pris le porte-addition, l'a ouvert et a jeté un coup d'œil au reçu. Un lent sourire de prédateur s'est dessiné sur son visage. Il a regardé Liam, puis Richard et enfin Amelia. « Amelia, » dit Silas, sa voix portant un poids théâtral étrange.
Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 14 mois, monsieur, répondit-elle, en gardant les mains légèrement jointes devant elle. 14 mois, une bonne durée. Silas tapota l'écran de son iPad. Vous savez, ma société, Whitmore Capital, dépense beaucoup d'argent dans cet établissement. Dîners de clients, séminaires de direction, célébrations de contrats. Nous avons une sacrée note de frais d'entreprise, des millions au cours des dernières années. Nous apprécions profondément votre clientèle, Monsieur Whitmore. Vraiment, Silas se leva. Il ne s'est pas contenté de se lever. Il a déployé sa grande carcasse d'une manière qui a immédiatement attiré l'attention des tables environnantes. Le brouhaha de la salle à manger a commencé à s'apaiser, comme une vague se retirant du rivage. Les gens commençaient à remarquer. Parce que j'ai une équipe de comptables judiciaires, Emilia, continua Silas, le volume de sa voix augmentant, se projetant clairement vers le public. Et ils ont remarqué une anomalie assez fascinante dans nos notes de frais d'entreprise concernant Luke and Fume. Gregory, le directeur, qui rôdait près du pupitre de l'hôtesse, se figea. Le sang quitta son visage. Il commença à se précipiter vers la table. Amelia sentit la première piqûre froide d'adrénaline à la base de son cou. « Je ne suis pas sûr de comprendre, monsieur. »« C'est assez simple, en fait, » dit Silas en retournant l'iPad pour qu'Amelia puisse voir l'écran. Il affichait une feuille de calcul très complexe avec des codes couleurs remplis de hachages de transactions, d'horodatage et de numéros de routage. Au cours des 6 derniers mois, chaque fois qu'une carte d'entreprise de Whitmore Capital est passée dans ce restaurant, une surcharge fantôme de 1,5% est ajoutée à la facture. Mais elle ne va pas au restaurant. Elle va sur un compte marchand secondaire crypté, un protocole de routage conçu pour ressembler à un simple surplus de taxes sur les pourboires. Le silence tomba sur le centre du restaurant. Les convives des tables voisines avaient cessé de manger. Les fourchettes flottaient en l'air. Quelqu'un au fond a sorti un smartphone, l'objectif de la caméra captant la faible lumière. Gregory arriva à la table, à bout de souffle. « Monsieur Whitmore, je vous assure, quel que soit le problème, nous pouvons le résoudre dans mon bureau. »« Tais-toi, Greg, » lança Silas sans le regarder. Ses yeux étaient rivés sur Amelia. « Ce n'est pas un problème de direction. C'est une manipulation du point de vente. Le genre d'arnaque qui nécessite un accès physique direct au terminal pendant la transaction. » Silas se pencha, son visage à quelques centimètres de celui d'Amelia. « Mon équipe a suivi les identifiants de serveurs attachés à ces transactions frauduleuses spécifiques. 90% d'entre elles ont été exécutées sous l'identifiant de serveur 408. Votre identifiant, Emilia. » L'accusation flottait dans l'air, lourde et toxique. Liam Bradley avait l'air horrifié, fixant son assiette vide. Richard Beaumont s'est contenté d'ajuster ses lunettes, observant la scène avec l'intérêt détaché d'un scientifique observant une réaction chimique. « Vous m'accusez de détourner de l'argent de vos comptes d'entreprise, » déclara Amelia. Sa voix ne tremblait pas. Elle n'a pas haleté. Elle était déjà en train de traiter les données. « Je ne vous accuse pas. J'énonce un fait mathématique, » gronda Silas. « Au cours des 6 derniers mois, vous avez détourné exactement 114 200 $ de ma société. Vous avez trouvé une faille dans l'ancien logiciel du système de paiement de ce restaurant et vous l'avez exploité. Vous pensiez que parce que nous dépensons tant, nous ne remarquerions pas un minuscule pourcentage prélevé au passage. « Monsieur Whitmore, s'il vous plaît, » supplia Gregory, la sueur perlant sur son front. Il se tourna vers Amelia, les yeux écarquillés de panique et de trahison. « Amelia, est-ce que c'est vrai? »« Mon Dieu, si vous avez compromis notre système! »« Gregory, reculez, » dit Amelia. Sa voix baissa d'une octave, commandant une autorité qui fit sursauter le directeur plus âgé. Elle reporta son regard sur Silas. Elle regarda l'iPad. La feuille de calcul était incroyablement détaillée. Elle montrait des dates, des heures exactes à la milliseconde près, les totaux des factures et les prétendus détournements de 1,5%. Pour un œil non averti, pour un jury, pour un directeur de restaurant terrifié par un milliardaire, cela ressemblait à une preuve absolue et indéniable de vol qualifié. « C'est du vol qualifié », annonça Silas à la salle. Il jouait pour la galerie maintenant. « C'est un crime fédéral, une fraude électronique. J'ai mon conseiller juridique assis juste ici. J'ai les empreintes numériques. J'ai les adresses MAC des terminaux que vous avez utilisés. » Silas se tourna vers Liam Bradley.
Liam, tu vois ça? C'est la réalité du monde. Les gens vous sourient, vous versent de votre vin cher et vous volent sans que vous vous en rendiez compte. Qu'est-ce qu'on devrait faire d'elle, Liam? Dis-moi, tu veux être un associé? Prendre la décision. Liam déglutit, regardant Amelia, puis Silas. Silas, peut-être qu'on devrait juste appeler les autorités et les laisser s'en occuper. On n'a pas besoin d'une scène publique. Silas avait l'air dégoûté. Il se détourna de Liam, la déception palpable. Faible, il se retourna vers Amelia. Le piège était entièrement tendu. Il avait le public, il avait le pouvoir, il avait les preuves fabriquées. Je suis un homme généreux, Amelia, dit Silas doucement. La fausse gentillesse dans sa voix était plus menaçante que ses cris. Je ne veux pas ruiner la vie d'une jeune fille. Je ne veux pas vous voir dans un pénitencier fédéral pour les 10 prochaines années. Alors, je vais vous offrir une porte de sortie. Il s'est approché, envahissant son espace, essayant de l'intimider physiquement. Vous avez deux options. Option A, vous regardez autour de vous dans cette salle, vous regardez tous ces gens et vous avouez à voix haute. Vous admettez exactement ce que vous avez fait. Vous vous excusez auprès de moi et vous dites à votre directeur que vous êtes une voleuse. Faites ça et je m'en irai. J'absorberai la perte et je n'appellerai pas la police. Il laissa la menace planer dans l'air. Option B, continua Silas, ses yeux se plissant. Vous niez et je demande à mon équipe de sécurité de verrouiller les portes de cet établissement tout de suite. Richard appelle le bureau du FBI de Seattle et vous quittez ce restaurant menotté. Votre vie, votre avenir envolé. Une femme à la table voisine haleta doucement. La tension était suffocante. Gregory était presque en larmes, chuchotant. « Amelia, faites-le. S'il vous plaît, avouez et laissez-le partir. » C'était le test de stress psychologique ultime. Silas pariait sur le fait qu'une serveuse de 24 ans, confrontée à un milliardaire, menacée de prison et écrasée par l'humiliation publique, craquerait. Elle paniquerait, elle sangloterait, elle ferait de vos aveux juste pour échapper à la pression écrasante de l'instant, prouvant ainsi à Liam que les êtres humains sont fondamentalement faibles et facilement manipulables par la peur. Amelia se tenait parfaitement immobile. Le bruit du restaurant s'est estompé, les chuchotements terrifiés, le bourdonnement de la climatisation, le son de son propre rythme cardiaque, tout s'est transformé en un bruit de fond statique. Ses yeux se sont reportés sur l'iPad. Elle ne voyait pas une menace. Elle voyait un ensemble de données. Elle a activé le moteur analytique de son esprit. Le même moteur qui lui avait permis de modéliser des modèles stochastiques complexes au MIT. Elle a balayé les colonnes, les dates, les heures, les hachages de transactions, les numéros de routage, et puis elle l'a vu. Ce n'était pas une erreur flagrante, c'était une incohérence microscopique, un minuscule oubli arrogant enfoui au milieu d'une feuille de calcul fabriquée. Amelia prit une lente et profonde inspiration. Les coins de sa bouche se contractèrent très légèrement vers le haut. Elle n'était pas piégée. Elle l'avait exactement là où elle le voulait. Raclement de gorge, le silence dans Lucenfum s'étira, devenant cassant et dangereux. 50 paires d'yeux étaient fixés sur la jeune serveuse au tablier noir. Silas Whitmore se tenait au-dessus d'elle, un titan suffisant et impérieux, attendant l'effondrement inévitable de sa victime. Richard Beaumont sirotait calmement son eau et Liam Bradley avait l'air de vouloir que le sol l'avale tout entier. « Alors, Amelia, » insista Silas en tapotant le cadran de sa montre Patek Philippe à 80 000 $. Le temps presse. Le FBI ou des excuses publiques. C'est un choix binaire très simple. Amelia, s'il vous plaît, siffla Gregory en se rapprochant, les mains jointes devant sa poitrine comme un homme en prière. Pensez au restaurant. Pensez à votre famille. Si vous admettez, il ne portera pas plainte. Je devrais vous licencier, bien sûr, mais vous serez libre. Amelia ignora complètement Gregory. Elle ne regarda pas la foule. Elle garda les yeux rivés sur l'écran lumineux de l'iPad. Son esprit tournait à une vitesse terrifiante, compilant les variables, exécutant les portes logiques et structurant sa contre-offensive. Il a construit un ensemble de données synthétiques, pensa-t-elle. Il a demandé à son équipe de générer un faux registre pour imiter des transactions authentiques. C'est brillant, en fait, très intimidant,
Mais les données synthétiques laissent toujours des artefacts si l'architecte ne connaît pas les contraintes physiques exactes de l'environnement qu'il simule. Amelia plongea lentement la main dans la poche de son tablier et en sortit un stylo Big Bleu standard. Monsieur Whitmore, commença Amelia, sa voix d'un calme frappante. Ce n'était pas la voix tremblante d'une voleuse acculée. C'était le ton mesuré et articulé d'un professeur se préparant à corriger une thèse profondément erronée. Avant de prendre ma décision, j'ai quelques questions concernant les données que vos comptables judiciaires ont compilées. Silas haussa un sourcil, une lueur de surprise authentique traversant ses traits. Ce n'était pas dans le script. Des questions, vous n'avez pas le droit de poser des questions. C'est vous qui êtes prise la main dans le sac. Si vos données sont infaillibles, rétorqua Amelia en douceur, alors quelques questions de clarification ne devraient pas menacer votre position, sauf si, bien sûr, vous n'êtes pas entièrement confiant dans le travail fourni par votre équipe. Un faible murmure parcourut les tables voisines. La mâchoire de Silas se crispa. Son ego avait été défié publiquement. Il ne pouvait pas reculer maintenant sans paraître faible devant Liam et toute la salle. « Très bien, » ricana Silas en croisant les bras sur sa poitrine. « Jouez vos jeux, posez vos questions, mais chaque seconde que vous perdez est une seconde de plus vers une inculpation fédérale. » « Merci, dit Amelia. Elle prit l'iPad. « Ne touchez pas à ça, » avertit Richard Beaumont depuis son siège, parlant pour la première fois. Sa voix était comme de la glace sèche. « Je ne fais que regarder l'écran, Monsieur Beaumont, » dit Amelia, sans rompre le contact visuel avec l'avocat avant de se retourner vers Silas. « Regardons la ligne 42. Monsieur Whitmore, vous affirmez ici qu'une transaction frauduleuse de 450 et 25 centimes a été détournée le 14 octobre à exactement 20h42 et 15 secondes. Est-ce exact? » Sears jeta un coup d'œil à l'écran. C'est ce que dit le registre. Et l'adresse IP associée à cette transaction, listée raclement de gorge juste ici dans la colonne G, est une adresse IPv4 localisée 192.168.1.104. Cela implique que la transaction a été exécutée sur un terminal physique au sein du réseau interne du restaurant. C'est exactement ce que cela implique, dit Silas avec un sourire narquois. Vous avez utilisé le terminal 3. Nous l'avons suivi. Fascinant, nota Amelia. Elle utilisa le dos de son stylo pour pointer une autre ligne. Maintenant, regardons la ligne 87. Le 3 novembre, 21h15. Raclement de gorge. Un détournement de 820 $. Même adresse IP, même terminal. Vous voulez en venir quelque part ou vous vous contentez de me relire mes preuves pour gagner du temps, exigea Silas. J'établis les paramètres de votre accusation, monsieur, répondit Amelia. Elle leva les yeux vers lui, raclement de gorge, ses yeux brûlants d'une intelligence intense et inflexible. Vous voyez, monsieur Whitmore, je suis une scientifique des données de formation. Je regarde des chiffres toute la journée, tous les jours. Je suis les analyses de cette salle avec la même précision que vos analystes suivent le S&P 500. Elle reposa l'iPad sur la table avec un léger clic. Il y a 3 failles fatales dans votre feuille de calcul, annonça Amelia, sa voix résonnant clairement dans la salle à manger silencieuse. Silas laissa échapper un rire rauque et dérisoire. Des failles fatales? Vous êtes une serveuse. Vous portez des assiettes pour gagner votre vie. Vous ne connaissez rien à la comptabilité judiciaire. Premièrement, continua Amelia, parlant par-dessus lui avec une confiance à toute épreuve qui fit cligner des yeux Silas. L'adresse IP que votre équipe a utilisée pour monter ces transactions, 192.168.1.104, est bien une adresse réseau locale pour Lucenfum. Cependant, cette IP spécifique est assignée de manière statique à la tablette du pupitre de l'hôtesse, qui est utilisée exclusivement pour le système de réservation OpenTable. Elle n'a pas de capacité de traitement de carte, ni n'est physiquement connectée à la passerelle marchande cryptée. Pour router une transaction via cette IP, j'aurais dû traiter votre carte d'entreprise via une application de réservation de table. Quelqu'un à une table voisine laissa échapper un grognement de rire étouffé. Silas leur lança un regard noir. Une erreur administrative mineure du département informatique, rétorqua Silas, bien que sa posture se soit raidie. Ce qui m'amène à mon deuxième point, interrompit Amelia Sonsert. Les horodatage. Vous prétendez qu'une transaction frauduleuse a eu lieu le 14 octobre à 20h42.
Je me souviens très bien du 14 octobre. C'était un mardi. Nous avons eu une tempête de vent anormale qui a coupé le réseau électrique principal de tout ce pâté de maison de 18 heures à 23h30. Gregory allaita bruyamment, plaquant une main sur sa bouche. Elle a raison. Nous avons fonctionné sur des générateurs d'urgence ce soir-là. Nous avons dû utiliser les vieux sabots à carbone pour toutes les transactions par carte de crédit. Les serveurs du système de paiement étaient entièrement hors ligne. Amelia ne regarda pas Gregory. Son regard était verrouillé sur Silas comme un laser. Vous ne pouvez pas détourner numériquement des fonds d'un système qui n'a pas d'électricité, Monsieur Whitmore. Vos comptables judiciaires ont généré des horodatages synthétiques, mais ils ont oublié de les croiser avec les rapports de panne de services publics localisés. Un oubli très négligent. Le visage de Silas commençait à rougir d'une colère profonde. La suffisance avait disparu, remplacée par une intensité féroce et dangereuse. Richard Beaumont se pencha en avant, ses yeux se plissant alors qu'il regardait la jeune femme démanteler leur fabrication. « Vous vous croyez maligne ?» gronda Silas, se penchant près, abandonnant toute prétention de volume. Il voulait l'intimider en chuchotant. « Vous pensez que trouver quelques trous dans une feuille de calcul vous sauve? Je suis Silas Whitmore. Je peux passer un coup de fil et m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Je peux vous enterrer sous tant de litiges que vos petits-enfants paieront encore les frais de justice. Vous n'êtes rien. » Et cela m'amène à la troisième faille, dit Amelia, se penchant tout aussi près, refusant de céder un pouce d'espace physique. Elle ne baissa pas le volume, et elle voulait que tout le monde entende. La faille la plus importante de toutes. Elle ramassa le reçu imprimé de son dîner, le véritable morceau de papier qu'elle lui avait apporté quelques instants auparavant. « Vous avez construit un piège pour tester votre jeune cadre, » dit Amelia, faisant un geste vers le pâle et transpirant Liam Bradley. « Vous vouliez voir s'il vous regarderait détruire une personne innocente sans intervenir. Vous avez fabriqué une crise pour voir s'il avait l'instinct de tueur que vous appréciez tant. » Cela se figea. Le fait qu'elle ait instantanément déduit son véritable motif, perçant à travers le bruit de la fausse accusation de vol, le stupéfia visiblement. Raclement de gorge. « Mais dans votre arrogance, dit Amelia, sa voix résonnant comme une cloche, nette et dévastatrice, vous avez oublié de faire la seule chose pour laquelle vous êtes venu ici. » Elle leva le reçu. « Vous n'avez pas payé votre addition pour ce soir, Monsieur Whitmore. Et selon ce reçu, j'ai passé votre carte à 21h45, l'heure exacte où vous me criez dessus en agitant cet iPad sous mon nez. » Elle pointa une ligne sur le reçu. « Je n'ai jamais pris votre carte, monsieur. Vous ne me l'avez jamais donnée. Ce qui signifie que les données de transactions cryptées et hautement sensibles que vous venez d'afficher à tout ce restaurant, y compris les numéros de routage de vos comptes d'entreprise, sont actuellement sur un iPad non sécurisé, connecté à un réseau Wi-Fi public, affichant un document financier fabriqué que vous utilisez pour diffamer publiquement une citoyenne privée. » Amelia recula d'un demi-pas, sa posture parfaitement droite. « Alors, dit-elle, sa voix résonnant dans le silence absolu de la pièce. Raclement de gorge. Parlons du crime fédéral d'extorsion. » Le mot « extorsion » flottait dans l'air de Lucien Fume comme une goutte d'encre suspendue dans un verre d'eau, s'étendant lentement et assombrissant l'atmosphère. La bande sonore de fond d'un saxophone de jazz doux semblait se moquer de l'immobilité absolue de la pièce. Nathaniel Whitmore, un homme qui dictait régulièrement le prix mondial du cuivre avant son expresso du matin, cligna des yeux. C'était un mouvement lent et mécanique, comme si son cerveau luttait pour traiter une erreur de syntaxe. Il regarda la serveuse de 24 ans parfaitement calme, puis le reçu physique dans sa main et enfin son iPad argenté. « Extorsion », répéta Whitmore, le mot ayant un goût amer dans sa bouche. Il laissa échapper un rire rauque et abrasif, regardant vers son avocat. « Preston, tu entends ça? La fille me menace. Moi? Elle pense que parce qu'elle a trouvé une erreur administrative sur un horodatage, elle peut dicter les termes. » Preston Beaumont ne rit pas. Le conseiller juridique aux traits vifs avait cessé de siroter son eau. Il posa lentement le verre en cristal sur la nappe de lin blanc. C'était un vétéran des litiges d'entreprises brutaux, un homme qui comprenait que le pouvoir n'était pas une question de volume. C'était une question de levier et il pouvait voir avec une clarté terrifiante
que le levier venait de basculer violemment. « Nathaniel, dit Beaumont, sa voix un avertissement bas et urgent, ferme l'iPad. »« Quoi ?» lança Whitmore, le visage rouge. « Je ne vais pas reculer devant un... » « J'ai dit, ferme ce satané iPad, Nathaniel. Maintenant, ordonna Beaumont, abandonnant complètement le ton déférent. Il tourna son regard froid et calculateur vers Amelia. « Mademoiselle Davis, vous avez mentionné des données de transactions non cryptées. » Amelia offrit un petit signe de tête polie, du genre qu'elle réservait habituellement pour accuser réception d'une substitution sur un menu. En effet, M. Beaumont, quand M. Whitmore est entré dans le restaurant, il a immédiatement connecté son appareil au réseau Wi-Fi VIP du restaurant. C'est le protocole standard. Nos hôtesses offrent le mot de passe à tous les clients de la table 4. Cependant, le réseau VIP passe par un point d'accès Cisco Meraki standard. Elle fait un pas délibéré sur le côté, maintenant une présence imposante sur la table. Bien que le réseau soit protégé par un mot de passe de l'extérieur, le trafic interne n'est pas segmenté. En affichant activement une feuille de calcul financière non cryptée en direct, qui contient évidemment des numéros de routage direct vers les comptes secondaires de votre entreprise au Cayman, à en juger par les préfixes de la colonne H, M. Whitmore a effectivement diffusé des données d'entreprise hautement classifiées sur un réseau localisé. Gregory, le directeur, avait l'air complètement perdu, transpirant abondamment dans son costume de marque. « Amelia, de quoi parlez-vous? Nous ne faisons que servir de la nourriture. »« Vous servez de la nourriture, Gregory, » corrigea Amelia sans le regarder. « Mais le système de paiement fonctionne sur une architecture Micros héritée qui balaie constamment le réseau local à la recherche de poignées de main de terminal. Je le sais parce que quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai remarqué la latence dans l'impression des reçus et j'ai effectué un diagnostic Wireshark de base sur le réseau pour voir où se produisait la perte de paquets. Liam Bradley, le jeune cadre qui avait été le public visé pour ce test cruel, se redressa soudainement. La couleur revenait sur son visage. Il regarda Amelia avec un mélange d'admiration et de terreur absolue. « Vous avez lancé un analyseur de protocole sur le réseau d'un restaurant? »« J'aime l'efficacité, » répondit Amelia en douceur. Elle reporta son attention sur le milliardaire. « Le fait est, M. Whitmore, que votre iPad vient d'envoyer une copie en cache de toute cette feuille de calcul, y compris le récit d'extorsion fabriqué, et vos véritables numéros de routage de compte offshore, directement dans les journaux de données brutes du restaurant. Des journaux auxquels j'ai un accès administratif simplement du fait d'être une serveuse senior chargée de clôturer les caisses à minuit. » La poitrine de Whitmore se souleva. La veine de son cou pulsait visiblement. « Vous bluffez. Vous n'avez pas l'habilitation technique pour y accéder. Voulez-vous parier la note de conformité de votre entreprise à la SEC sur cette hypothèse? » demanda Amelia, sa voix baissant à un murmure dangereux. « Parce que voici la réalité des maths, Nathaniel. Vous êtes venu ici pour fabriquer un crime contre une citoyenne privée. Vous avez utilisé des preuves numériques fabriquées. Vous avez fait cela devant 47 témoins. Et ce faisant, vous m'avez donné l'architecture de routage financier exacte que votre entreprise utilise pour contourner les impôts nationaux sur les plus-values. » Le silence dans la pièce était absolu. Même le personnel de cuisine avait cessé de bouger derrière les portes battantes. Beaumont se leva. Il boutonna sa veste de costume, un geste juridique universel signalant que les négociations étaient passées de l'agressivité à la gestion des dégâts. « Mademoiselle Davies, dit Beaumont, son ton dégoulinant d'un respect forcé nouvellement acquis. Supposons hypothétiquement que votre évaluation technique soit exacte. Que voulez-vous? Un règlement, un virement bancaire silencieux et intraçable pour faire disparaître ce malentendu. Donnez un chiffre. Mon client est un homme raisonnable lorsqu'il est confronté à un obstacle logistique complexe. Ne lui offre pas un centime, Preston, siffla Whitmore en frappant du poing sur la table, faisant cliqueter l'argenterie. C'est une serveuse. Je vais l'écraser. Je la coincerai dans des dépositions jusqu'à ses 60 ans. Amelia regarda Whitmore, non pas avec peur, mais avec une profonde pitié. C'était le regard qu'un scientifique porte à un rat de laboratoire qui continue de se heurter au mur électrifié. « Vous ne comprenez pas du tout l'équation, n'est-ce pas? » demanda doucement Amelia. Elle détacha le badge argenté de son tablier et le plaça précisément au centre de la table.
juste à côté de la montre à 80 000 dont il était si fier. Je ne veux pas de votre argent, Monsieur Whitmore, dit Amelia, parce que ce n'est pas une négociation, c'est une exécution. L'affirmation flottait dans l'air, lourde et létale. Une exécution. Liam Bradley déglutit, ses yeux passant de la jeune femme à son monstrueux patron. La dynamique s'était complètement inversée. Whitmore n'était plus le prédateur testant son protégé. C'était un homme debout sur une trappe, et la serveuse avait la main fermement posée sur le levier. Une exécution, ricana Whitmore, bien que la bravade s'échappât visiblement de sa posture. Ses yeux se tournèrent nerveusement vers les tables environnantes, soudain hyper conscient de la douzaine d'objectifs de smartphones lumineux pointés directement sur lui. Vous pensez que vous pouvez m'exécuter? Je possède la moitié de l'immobilier commercial de cette ville. J'ai des sénateurs en numérotation rapide. Et pourtant, répondit Amelia, sa voix stable et d'une froideur clinique, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes assis à la table 4. Whitmore fronça les sourcils, une confusion authentique perçant à travers sa colère. Quoi? La table 4, répéta Amelia, désignant la surface en acajou. La table la plus exposée du restaurant, un cauchemar pour la sécurité, dépourvu d'intimité acoustique, en plein milieu du flux de circulation. Quand Gregory vous a offert le coin privé, vous avez refusé. Vous avez exigé d'être au cœur de l'action. Vous avez exigé un public. Parce que je voulais que Liam voie... Non, interrompit Amelia, sa voix tranchant son excuse comme un scalpel. Vous avez choisi la table 4 parce que le profil de réservation de votre assistant stipule explicitement Monsieur Whitmore préfère les places à haute visibilité pour projeter sa domination. Il refusera toujours les salons privés si une option publique lui est offerte. Beaumont, l'avocat, se laissa lentement retomber sur sa chaise. Vous avez lu son profil psychologique dans le système de réservation. Je ne l'ai pas seulement lu, Monsieur Beaumont. J'ai compté dessus, dit Amelia. Elle joignit les mains derrière son dos, changeant de posture. La serveuse déférente avait disparu. L'arraclement de gorge scientifique des données du MIT avait entièrement pris la parole. Vous voyez, cette rencontre n'était pas une coïncidence, et ce n'était certainement pas votre idée, Nathaniel. Elle laissa l'utilisation de son prénom planant. C'était un manque de respect calculé, un dépouillement de son armure. Il y a 18 mois, continua Amelia, sa voix résonnant parfaitement dans la salle à manger silencieuse, Whitmore Capital a lancé une OPA hostile sur une société de recherche biomédicale de taille moyenne appelée Ethelgard Therapeutics. Ils étaient dans les dernières phases des essais de la FDA pour un peptide neurorégénératif révolutionnaire ciblant les victimes d'AVC bilatéral. Les yeux de Whitmore se plissèrent. Ethelgard perdait du capital. C'était un actif gonflé et mal géré. Nous les avons démantelés, vendu les brevets à un conglomérat et liquidé le reste. C'était de l'optimisation de marché standard. C'était un massacre, corrigea Amelia, sa voix se tendant juste un peu, le premier soupçon d'émotion brute transparaissant à travers sa façade analytique. Vous ne les avez pas optimisés. Vous avez agressivement vendu leurs actions à découvert en utilisant des sociétés écrans, fait chuter le prix, provoqué une vente de panique, puis acheté les ports de contrôle pour des centimes. Vous avez mis de côté le médicament contre l'AVC parce que le rendement à long terme du brevet n'était pas aussi rentable que leurs propriétés intellectuelles cardiovasculaires secondaires. C'est les affaires, ricana Whitmore, bien qu'il se tortilla inconfortablement sous son regard implacable. Ce n'est pas personnel, c'est le marché. C'est devenu personnel, déclara froidement Amelia, quand mon père, un homme qui a travaillé pour les services postaux pendant 35 ans, a subi un AVC bilatéral 2 semaines avant que vous ne mettiez fin aux essais cliniques d'Ethelgard. Il devait faire partie de leur dernière cohorte de patients. Votre optimisation de marché lui a enlevé le seul traitement viable qu'il avait. Il est actuellement paralysé du côté gauche, nécessitant des soins 24 heures sur 24 que ma famille doit se ruiner pour fournir. Un hoquet collectif parcourut le restaurant. Les smartphones enregistrant la scène se rapprochèrent. Le récit était passé d'un étrange différend d'entreprise à une tragédie profondément humaine diffusée en direct. Liam Bradley avait l'air physiquement malade. Il regarda son patron, l'homme qu'il avait idolâtré, voyant soudain la pourriture sous les costumes sur mesure. « Alors, » dit Amelia, se rapprochant de la table, ses yeux brûlants d'un feu froid et terrifiant. « Quand j'ai vu la réservation pour Whitmore Capital apparaître dans le système il y a 3 semaines,
Je n'ai pas seulement espéré avoir votre table. Je l'ai manigancée. J'ai échangé mes services avec 3 serveurs différents. J'ai modifié l'algorithme d'attribution des places dans la tablette de l'hôtesse pour m'assurer que la table 4 était la seule option viable à haute visibilité disponible à 20h15. Je connaissais votre profil. Je savais que vous aimiez humilier publiquement les employés de service pour affirmer votre domination. J'ai juste dû attendre que vous tendiez le piège. Vous, vous m'avez appâté, murmura Whitmore, la prise de conscience le frappant comme un coup physique. Le grand pilleur d'entreprise avait été mené par le bout du nez par une jeune de 24 ans. Je vous ai donné assez de cordes, corrigea Amelia. Et vous, avec votre ego massif et votre besoin désespéré de vous produire pour votre jeune cadre, avez joyeusement noué le nœud coulant. Vous avez apporté des preuves numériques fabriquées. Vous m'avez menacé de prison fédérale. Vous avez tenté une extorsion devant 50 témoins. Et vous avez fait tout cela en diffusant vos numéros de routage illégaux des îles Caïmans sur un serveur que je contrôle. Beaumont transpirait maintenant. Il sortit son téléphone. Nous partons tout de suite. Nathaniel ne dit pas un mot de plus. C'est un coup monté. Il est trop tard pour partir, Preston, dit Amelia en consultant sa propre modeste montre-bracelet. Parce qu'il y a 10 minutes, quand je suis allé dans le couloir de service pour imprimer votre reçu, je n'ai pas seulement imprimé un morceau de papier. J'ai exécuté un script que j'ai écrit il y a 3 semaines. Elle regarda directement Whitmore. Les données en cache de votre iPad, le registre synthétique, les menaces d'extorsion, les journaux IP et les numéros de routage pour vos comptes d'évasion fiscale offshore ont déjà été compilés, cryptés et envoyés automatiquement à 3 entités distinctes. Whitmore agrippa le bord de la table, ses jointures blanchissant. Qui? La division des cybercrimes du bureau du FBI de Seattle, énuméra Amelia en les cochant sur ses doigts. Le comité de surveillance de la conformité de la Securities and Exchange Commission, et un journaliste d'investigation senior du Wall Street Journal qui essaie de prouver les tactiques de vente à découvert par procuration de Whitmore Capital depuis 3 ans. Petite. Whitmore se jeta en avant, levant la main comme pour la frapper. Avant même qu'il ne puisse dégager la table, Liam Bradley bougea. Le jeune cadre, qui avait été timide et silencieux toute la soirée, se leva soudainement et poussa Whitmore violemment dans la poitrine, forçant le milliardaire à retomber dans sa banquette. « N'osez pas la toucher !» cria Liam, sa voix se brisant sous l'adrénaline. Il regarda Whitmore avec un dégoût absolu. « Elle a raison, vous n'êtes pas un leader, Nathaniel. Vous êtes un parasite et j'en ai fini. » Liam se tourna vers Amelia. Il plongea la main dans sa veste, en sortit sa propre carte de crédit d'entreprise et la laissa tomber sur la table. « Payez le dîner, mademoiselle Davies. Laissez-vous un pourboire de 5 000 $. Codez-le sous test de stress pour cadre. » Et pour mémoire, dit Liam en élevant la voix pour que tout le restaurant et chaque téléphone en train d'enregistrer puissent l'entendre. Si la SAC ou le FBI a besoin d'une déclaration sous serment sur ce qui s'est passé ici ce soir ou sur ce qui est arrivé à Ethelgard Therapeutics, je suis tout à fait prête à témoigner. Whitmore resta figé dans la banquette, la couleur quittant entièrement son visage. Le prédateur avait été dépouillé de ses crocs, enfermé dans une cage de sa propre fabrication, et le monde entier regardait. Amelia ramassa la carte de crédit de Liam. Elle ne sourit pas. Elle ne se vanta pas. Elle regarda simplement Nathaniel Whitmore, un homme qui avait détruit l'espoir de son père pour quelques points de plus sur un cours de bourse, et lui asséna le coup de grâce final et dévastateur. « Vos calculs étaient erronés depuis le début, Monsieur Whitmore, » dit Amelia tranquillement. « Vous avez calculé la valeur des actifs. Vous n'avez jamais calculé le coût du karma. » Le flash des appareils photo des smartphones illumina la table 4 comme une scène de crime. Nathaniel Whitmore, un homme qui avait passé toute sa vie d'adulte à contrôler le récit, était complètement paralysé par la vélocité pure de sa propre destruction. Raclement de gorge. Il baissa les yeux sur la carte d'entreprise de Liam posée sur la table en acajou, puis leva les yeux vers le cercle de clients qui avaient abandonné leur repas coûteux pour assister à l'exécution d'un titan. Preston Beaumont, reconnaissant que le rayon d'explosion de ce désastre de relations publiques et juridiques s'étendait de seconde en seconde, ne perdit plus de temps. Raclement de gorge. Il se leva brusquement, boutonnant sa veste sur mesure. « Nathaniel, ma représentation de Whitmore Capital se termine avec effet immédiat, » dit Beaumont, sa voix dépourvue de toute chaleur.
C'était le ton clinique d'un chirurgien amputant un membre gangrené. Je vous conseille vivement de garder un silence total, de payer votre addition et de retenir les services d'un avocat de la défense pénale avant la cloche du matin. Sans attendre de réponse, Beaumont tourna les talons et sortit rapidement de Lucien Fume, les lourdes portes d'entrée l'avalant dans la nuit de Seattle. Preston! Aboya Whitmore, sa voix se brisant, mais l'avocat était parti. Whitmore tourna la tête vers Liam, les yeux fous de la fureur désespérée d'un prédateur acculé. Tu penses que tu peux t'en aller comme ça? Tu as signé un accord de non-divulgation, Liam, un accord en béton. Tu dis un mot de Thalgard Therapeutics à la City et je te poursuivrai en justice jusqu'à l'âge de pierre. Liam Bradley ne broncha pas. Le jeune cadre, qui avait passé les 2 dernières années à endurer la torture psychologique de Whitmore pour une chance d'obtenir le bureau du coin, semblait remarquablement en paix. Un accord de non-divulgation ne couvre pas les crimes fédéraux, Nathaniel, répondit Liam d'un ton égal. Et grâce aux emails que Mlle Davies vient d'automatiser, la SEC n'aura pas besoin de mon témoignage pour ouvrir l'enquête. Ils ont vos numéros de routage. Je ne suis que le guide touristique. Liam se tourna vers Amelia, offrant un petit signe de tête respectueux. Mlle Davies, ce fut une véritable révélation. Il se retourna et sortit, laissant son ancien patron totalement isolé au centre de la pièce. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit d'Amelia ramassant la carte de crédit. Elle se dirigea vers le terminal de paiement, ignorant complètement le milliardaire. Elle passa la carte de Liam, clôtura l'addition de 4 850 $ et 20 centimes et ajouta le pourboire de 5 000 $, exactement comme Liam l'avait demandé. La machine vrombit, crachant le reçu final et légitime. Elle retourna à la table et plaça le bout de papier devant Whitmore. « Votre reçu, Monsieur Whitmore, » dit Amelia, sa voix portant le professionnalisme poli et détaché d'une serveuse terminant une transaction. « Nous espérons que vous avez apprécié votre soirée à Lucien Fume. » Whitmore fixa le papier comme s'il était radioactif. La réalité de sa situation pénétrait enfin son ego monumental. Le piège numérique qu'Amelia avait tendu était sans faille. Au matin, le Wall Street Journal aurait les journaux non cryptés de ses comptes offshore. La SEC gèlerait les actifs de son entreprise en attendant un audit d'urgence. Ses investisseurs paniqueraient, initiant un exode massif de capitaux qui ferait chuter la valeur de l'action de Whitmore Capital avant le déjeuner. Il leva les yeux vers la serveuse, le visage pâle, les veines ressortant nettement sur ses tempes. « Vous » s'étrangla Whitmore, sa voix un murmure rauque. « Vous m'avez ruiné pour un seul essai clinique. »« Je ne vous ai pas ruiné, » corrigea doucement Amelia en ramassant son plateau de service. « Je vous ai juste présenté la facture de vos propres actions. Vous mangez gratuitement depuis très longtemps, Nathaniel. Il était temps de payer. » Elle se retourna et se dirigea gracieusement vers la cuisine, la salle à manger éclatant en chuchotements frénétiques et étouffé derrière elle. Gregory, le directeur, était appuyé contre le pupitre de l'hôtesse, se tenant la poitrine comme s'il allait s'évanouir. Il ne dit pas un mot alors qu'Amelia passait devant lui, dénouant son tablier noir. La vidéo de la confrontation a fait le tour d'Internet avant minuit. À 2 heures du matin, elle avait dépassé le statut de virale pour devenir un phénomène culturel. Les images d'une jeune et brillante serveuse démantelant mathématiquement la tentative d'extorsion d'un milliardaire étaient enivrantes. Mais c'est la révélation de l'OPA hostile des Thalgard Therapeutics, la suppression délibérée d'un médicament salvateur contre l'AVC pour le profit d'entreprises, qui a déclenché une tempête de feu. Les retombées furent bibliques dans leur rapidité et leur sévérité. À 6h30 du matin le lundi, des agents fédéraux de la division des cybercrimes et de la branche d'application de la SEC ont mené une descente coordonnée et inopinée au siège de verre imposant de Whitmore Capital. Des hélicoptères de presse tournaient autour du bâtiment, diffusant en direct les agents emportant des serveurs, des disques durs et des boîtes de registre physiques. Nathaniel Whitmore a tenté de lancer une contre-offensive féroce, engageant 3 agences de relations publiques de gestion de crise distinctes pour discréditer la vidéo et qualifier Amelia d'employée mécontente et technologiquement dangereuse. Mais les maths étaient entièrement contre lui. Raclement de gorge, la feuille de calcul non cryptée qu'il avait si arrogamment transmise sur le Wi-Fi du restaurant
a fourni les numéros de compte exacts des îles Caïmans dont le FBI avait besoin pour assigner les banques offshore. En 48 heures, les sociétés écrans que Whitmore utilisait pour vendre agressivement a découvert les actions d'Ethelgard ont été exposées. C'était un cas d'école de manipulation de marché et de fraude électronique, emballé dans un joli ruban par son propre iPad. Liam Bradley a tenu sa promesse. Il est entré dans le bureau de la SEC avec un classeur rempli d'emails internes prouvant l'implication directe de Whitmore dans la suppression des brevets du peptide neurorégénératif. Le conseil d'administration de Whitmore Capital, terrifié par la catastrophe de relations publiques et les inculpations fédérales imminentes, a convoqué une session d'urgence à minuit et a évincé Nathaniel Whitmore de son poste de PDG. Le vendredi, les actifs du milliardaire étaient gelés. Son entreprise perdait des milliards alors que les clients fuyaient de la marque toxique. L'homme qui avait joué à Dieu avec la vie de la classe ouvrière était maintenant piégé dans une cage juridique et financière de sa propre fabrication, faisant face à un minimum de 20 ans de prison fédérale. Mais pour Amelia Davies, la destruction de Nathaniel Whitmore n'a jamais été l'objectif principal. C'était simplement la friction nécessaire pour modifier la trajectoire de sa réalité. 3 semaines après l'incident au restaurant, le conglomérat qui avait acheté les brevets d'Ethelgard, désireux de se distancer du scandale radioactif de l'enquête Whitmore, a annoncé qu'il faisait don de la propriété intellectuelle du peptide neurorégénératif à une université de recherche biomédicale à but non lucratif à Boston. Liam Bradley, utilisant l'énorme indemnité de départ qu'il a négociée avant de coopérer avec la CETI, s'est associé à un groupe d'investisseurs providentiels pour accélérer le financement des essais cliniques de l'université. Un mardi matin frais, Amelia était assise dans la salle d'attente lumineuse et stérile de l'Institut neurologique de Seattle. À côté d'elle était assis son père, Robert, reposant dans son fauteuil roulant spécialisé. Il regardait une épaisse liasse de formulaires d'admission médicale, sa main droite traçant les mots avec un espoir lent et tremblant. Il avait été accepté dans la cohorte prioritaire pour les essais de la FDA rétablie. « C'est toi qui as fait ça, Amelia », murmura Robert, son élocution légèrement pâteuse à cause de l'AVC, mais ses yeux brillants d'une profonde fierté. « Tu as combattu un géant pour moi. »« Je ne l'ai pas combattu, papa. » Amelia sourit, posant doucement sa main sur la sienne. « Je l'ai juste aidé à calculer ses propres risques. Les maths ont fait le reste. » L'univers fonctionne sur un principe d'équilibre. Certains l'appellent les lois de la physique. D'autres, la cause et l'effet. Mais pour ceux qui ont été écrasés sous le talon de l'arrogance et de la cupidité débridée, cela porte un nom bien plus simple. Le karma pur et dur. Et quand il vient enfin pour encaisser, il ne se trompe jamais sur la monnaie à rendre. Si vous avez apprécié cette histoire de karma implacable et de vengeance brillante, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits dramatiques de la vie réelle. Nous adorons vous apporter ces contes intenses où l'opprimé utilise son intelligence pour renverser la situation face à l'arrogance et la cupidité. Vous attendiez-vous à ce qu'Amelia ait préparé un piège aussi parfait et basé sur les données?